Bonjour à tous, je suis Luc et vous êtes sur la chaîne Cœur & Co. Comme vous le savez, la vocation, l'ambition et la raison d'être de cette chaîne, c'est de vous faire voyager, de vous étonner, nous l'espérons de vous inspirer et de vous faire découvrir des personnalités et des vies extraordinaires. Aujourd'hui, nous y sommes. Et la somme du nombre chaque jour croissant des nouveaux cas de Covid, nous sommes d'y voir plus clair sur notre vie et sur nos choix. Faut-il croire la tortue et son « rien ne sert de courir, il faut se masquer à temps » ou le lièvre et courir aux abris du fond du jardin? Jean de La Fontaine nous manque en ces temps incertains. Dites-nous en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Y a-t-il une fable à faire qui éclairerait toute cette affaire? Bienvenue à tous, fidèles youtubeurs, et bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur un petit bouton en dessous, vous abonner et recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une flibustière des conformités. Une peintre au service des couleurs de notre humanité, une fleur qui se fit coach pour servir le petit prince, notre mère à tous, pourvu que nous décidions d'œuvrer en bon homo sapiens. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Jalbert. Bonjour à vous, Catherine. Bonjour, Luc. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Moi, avec vous tous. Avec nous tous. Et écoutez, Catherine, moi, je suis ravi de vous rencontrer parce que vous êtes une sorte d'anthologie, une sorte de légende au Québec. Alors, vous êtes aussi une pionnière pour moi du développement personnel. Je n'ai pas encore réussi à trouver toutes les émissions possibles dans lesquelles vous avez œuvré, mais en tout cas, je me propose de retracer en quelques mots là ce parcours que vous avez et qui est si beau. Alors, vous êtes coach, auteur, conférencière, et vous êtes l'auteur de 2 livres aux éditions Québecor. Ouvrir sa conscience, qui est sorti en 2009, et Avez-vous le goût de vivre, sorti en 2010. Vous venez d'une famille classique, avec une mère plutôt artiste bohème, un père gestionnaire d'entreprise, et vous êtes dès le début une enfant communicante, comme vous disiez en riant hier soir, prenant la parole, s'exprimant, se mettant en scène. Enfin, une enfant aussi qui perçoit les couleurs de l'aura et qui les perçoit autour des gens. Mais votre famille, comme vous le disiez, était trop classique pour que vous vous permettiez d'en faire état. Vous grandissez, votre personnalité aussi, et vous, finalement, rentrez au Conservatoire d'art dramatique. Au Conservatoire, vous rencontrerez une personne qui, plus tard, deviendra directeur de la station TV Québec et qui vous permettra justement de rentrer dans les années 80 et pendant un long moment, 25 ans, vous disiez, d'être animatrice de différentes émissions de télévision, dont une, celle que je considère moi comme la grande célèbre émission qui vous est liée, et c'est celle donc de l'ère du Verseau, où vous aurez un propos de numérologie aussi, et pas simplement d'animateur. Alors, c'est une affaire qui va s'arrêter, hélas, en 96, puisqu'il y a cette dramatique affaire du temple solaire. Et donc, à partir de ce moment-là, la psychose s'installe, et les émissions de ce type sont arrêtées, interdites, et finalement, donc, vous vous retrouvez sans rien. À cette époque-là, au même moment, vous tombez malade. Alors, qu'est-ce qui se passe, Catherine, à partir de ce moment-là pour vous? En fait, je pourrais vous dire que pour moi, ça a été un choc, mais en même temps une opportunité. Tout simplement parce que je suis un chercheur de sens. Alors, quand on tombe malade et que c'est un cancer, et un cancer du système lymphatique, donc qui me parlait énormément au niveau de la symbolique, puisque je m'intéresse à la symbolique, je me disais, il faut que je trouve le sens de ça. Alors, même à travers la souffrance, le choc, j'ai dû vendre ma maison et tout, même à travers ça, il y avait toujours l'objectif, c'était de trouver le sens pour en guérir. Alors, ça a pris 4 ans, 5 ans, j'ai vendu ma maison, je suis partie dans le bas du fleuve, je suis partie loin. Pour quitter la pollution, quitter la toxicité de la ville, parce que la ville, elle est toxique au niveau, c'est-à-dire que l'énergie est une énergie de commerce. Donc, c'est une énergie qui est beaucoup horizontale. On veut avoir, on veut donner, mais c'est horizontal. C'est pas une énergie verticale
beaucoup. Donc, quand on veut être un peu dans la verticalité, donc dans l'état d'être dans le sens, on quitte la ville. Alors, j'ai quitté la ville et à ce moment-là, tout l'exercice que j'ai fait j'ai écrit le 2e livre, Avez-vous le goût de vivre, parce que j'ai réalisé que j'avais perdu le goût de vivre. Il fallait que je retrouve le goût de vivre. Je l'ai fait à l'aide de l'analyse de mes rêves. Donc, j'en parle beaucoup parce que c'est une époque importante, mais ça m'a permis de faire le pont avec ce qui m'attendait. Ce qui m'attendait sur mon chemin. Tout nous attend sur notre chemin à la condition qu'on marche sur notre chemin. Et c'est là la grosse difficulté, c'est de se sentir sur son chemin. Donc, sur mon chemin se trouvait la personne qui était en train de faire un amalgame, une belle mouture d'écriture, de peinture, d'analyse de rêve, de numérologie et d'expérience de vie. Donc, cette mouture-là, c'est formaté et ça a fait de moi la coach. Mais la coach que j'étais il y a 20 ans n'est pas du tout la coach que je suis aujourd'hui. Je prône l'être humain qui a la responsabilité de se parfaire. En religion, on parlait de atteindre la sainteté. Mais c'est pas ça, c'est se parfaire plus qu'hier, moins que demain. Donc, dans cette recherche de se parfaire, on s'instruit, on apprend, on échange, on comprend, on réalise des choses, on fait des prises de conscience et tout ça continue de faire un amalgame, une mouture qui permet à la coach d'être un guide, aidant, soutenant, au fur et à mesure que j'évolue, mais au fur et à mesure que les personnes qui sont avec moi évoluent aussi. Quelle est votre activité aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, toute cette nouvelle mouture? Aujourd'hui, quelle est votre activité principale? Mon activité principale, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est la disponibilité. Donc, la disponibilité à la personne que je rencontre sur la rue et qui me jase et à laquelle je peux donner un conseil, mais qui n'était pas du tout prévu. Mais la disponibilité aussi à mes clients quand j'ai des rendez-vous précis. La disponibilité à vivre l'instant présent parce que tout se passe dans l'instant présent, les signes, les synchronicités, c'est là. Donc, il faut être disponible à la vie qu'on vit pour comprendre qu'est-ce qui est sur notre chemin qui est en train de nous enseigner encore et encore et encore. Donc, c'est mon temps plein, la disponibilité. À moi, aux autres, à la vie. Là, on a quand même en trame de fond quelque chose qu'on n'avait pas avant. Ça, on est en 2020, comme vous dites chez vous. Nous, on ne dit pas 2020, mais vous dites 2020. Et alors, je me demandais, vous qui êtes une self-woman, qui a de l'énergie, qui a sûrement envie de bouger, de vivre, d'être en disponibilité, comment vous avez vécu le confinement de votre côté? Le confinement est arrivé, je dirais, plus ou moins à point. Si je le vois de façon, dans le sens que c'est une opportunité, parce que tout ce qui nous arrive est une opportunité, j'ai tenté d'utiliser ce temps-là pour faire un retrait intérieur et comme une retraite, vérifier les choses qui m'habitent. Mais en même temps, je ne pouvais pas ne pas souffrir, de ne pas voir mes enfants, mes petits-enfants, de ne pas vivre un sentiment d'impuissance. Et le sentiment d'impuissance, il est très dur à vivre quand on ne sait pas que c'est de l'impuissance qu'on vit. Donc, quand on vit de l'impuissance et qu'on sait ce que c'est, on trouve le moyen de retrouver un certain pouvoir. Mais la plupart du temps, quand on vit une impuissance sans savoir que c'est ça, je voyais les gens autour de moi en colère, mécontents. Tout ça est l'expression d'un sentiment d'impuissance non affronté, non reconnu, non réalisé, non conscientisé. Donc, j'ai fait un bout de chemin où j'ai appris encore. Je m'étais rendu compte, à force d'interviewer des gens justement sur cette partie-là de leur existence, qu'ils avaient vécu quelque chose d'un petit peu atypique. Alors, je vais vous demander ça avant de vous dire ce que c'est, comme ça je ne vous mets pas trop sur la voie. Je voudrais savoir si, pendant cette période-là de confinement, est-ce que vous vous êtes étonné? Est-ce que vous avez vu chez vous un comportement que vous ne connaissiez pas chez vous?
j'ai affronté un comportement que je ne laissais pas paraître. Ah, ok. C'est-à-dire une certaine forme de vulnérabilité. Je suis proactive, je vivais, tout ça, mais là, j'ai accepté de laisser paraître la vulnérabilité, la sensibilité. Donc, je peux dire que j'étais en montagne russe parfois. Ouais. Hein? Ouais. Et ça m'a permis de visiter ça et d'accepter la vulnérabilité et je me suis rendu compte parce qu'avant, quand je ne montrais pas la vulnérabilité, pour moi, c'était un signe de jeunesse, on est fort. Mais alors que je me rends compte aujourd'hui que la vulnérabilité ne me fait pas vieillir pour autant. Donc, ça a été une belle rencontre. Mais je peux vous dire que comme je suis très intéressée par la technologie depuis longtemps, les robots, les automates et tout ça, ça me fascine. Moi, je suis complètement entrée dans la technologie. J'ai continué mes consultations encore plus parce qu'il y avait un besoin très grand. Tout s'est fait par Internet et maintenant, je ne fonctionne plus que par Internet. Donc, ça a transformé ma pratique professionnelle. Justement, c'est tombé que vous parlez de ça, ça fait une bonne transition parce que en fait, vous êtes coach et vous côtoyez quand même beaucoup l'envie de changement des gens. Et comment vous les voyez aujourd'hui, les gens, face à ce grand tournant qui a lieu là? Est-ce que vous sentez qu'ils ont envie d'un reset, passer totalement à autre chose? Ils en sont où, les gens? Aïe, aïe. Il y a une polarité que je n'avais jamais vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de zone grise. Il y a une zone noire, une zone blanche. Il y a des gens qui sont prêts. Moi, je ne dirais pas changement, là, parce qu'on s'en va vers une transmutation puis une transformation. Le changement, là, ça fait des années qu'on le vit, là, le changement. Donc, mais c'est plutôt accepter la transformation et la transmutation. C'est assez, faut être conscient pour accepter ça. Donc là, il y a deux camps. Il y a les gens qui ont le goût de sauter dans le bain du nouveau monde, qu'on peut créer si on veut réinventer notre humanité, mais il y a tous ceux qui sont réfractaires au changement. Ils l'ont toujours été, ils sont encore plus. Il faut que ça revienne comme c'était avant. Si on parle en France avec les Gilets jaunes, on a une grosse partie des gens qui sont dans les Gilets jaunes qui veulent que ça revienne comme avant. Je ne dis pas que c'est ça le mouvement. Je dis qu'il y a une revendication à ce qu'on avait avant. Donc, on ne pourra jamais revenir en avant. L'histoire ne se lit pas comme ça. L'histoire se lit comme une progression, comme une évolution. Et la seule chose qui fait la différence entre le passé et le maintenant et le futur, c'est la conscience. Plus on est conscient, plus on est capable de vivre la transformation. Moins on est conscient, plus on a peur, plus on veut que ça revienne comme avant. Justement, là, je me demandais, Mario Bourga disait qu'il avait quand même en tête de quitter le pays parce qu'il avait l'impression que c'était en train de quand même partir dans quelque chose de très limite au niveau du respect de la démocratie. Et vous en sentez quoi, vous, depuis là où vous êtes? La démocratie est en danger partout. Parce que quand c'est pandémique, tout le monde vit la même dynamique. Si tout le monde vit la même dynamique, en principe, le mode d'intervention est le même. Mais en démocratie, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On consulte, on est communautaire, on essaie de comprendre les réalités, on essaie d'être plus social-démocrate, on va dire, là, compte tenu de la démocratie. On tient plus compte de la société. Et c'est très camouflé chez nous, hein, parce que on joue le jeu de la démocratie et de la société qui nous inquiète et tout. Mais il y a une prise de pouvoir qui peut être inquiétante. Oui, d'accord. Alors, vous savez, dans cette émission, il y a un petit moment comme ça, un peu de fun là, maintenant là, un petit moment où je vais vous présenter un peu une optique rigolote en rapport avec un de nos grands sulfureux chroniqueurs français qui s'appelle Thierry Ardisson. Et on a un petit riz dans l'émission, c'est vous proposer comme ça, vous qui êtes coach, c'est parfaitement un outil que vous connaissez.
Je vous présente quelques petites questions comme ça qui vont vous permettre de découvrir des facettes de la personnalité que vous connaissez sûrement, que nous, on ne connaît pas de vous. Alors, vu votre pédigré un peu d'oracle et d'animatrice en même temps, une interview, et si c'était possible, s'impose. Et donc, je vous poserai une petite question simple et curieuse pour découvrir votre personnalité malicieuse. Alors, interview, si c'était possible. Si vous pouviez vous cloner, que ferait votre autre clone comme activité? Je crois qu'il irait vers la philosophie. La philosophie. La philosophie, pour être mieux outillé, la philosophie assortie de la science. Parce que c'est la compréhension de l'univers du point de vue scientifique et la compréhension de l'univers du point de vue philosophique sont complémentaires. Donc, si j'avais plus d'outils, ce type d'outils-là, il me semble que j'aurais peut-être plus de vocabulaire pour faire mon métier. Et si vous pouviez marcher sur l'eau et y inviter quelqu'un, un scientifique ou une personne célèbre, vous feriez la randonnée avec qui? Spinoza. Oh. Spinoza. Okay. Ou Paulo Coelho, ou Frédéric Lenoir, mais Spinoza, pour l'opportunité que j'aurais de poser des questions et de discuter et de partager des opinions et de communier. Alors, quel est le pouvoir que vous n'aimeriez pas avoir? Faire de la magie noire. Faire de la magie noire, ok. Pourquoi vous vous sentez capable sinon de faire des choses terribles avec? Totalement. D'accord. Totalement. C'est incroyable comment on peut transformer la puissance de la lumière en pouvoir de l'ombre. Et on a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Cette polarité-là dont je vous parlais, là, c'est un combat de l'ombre contre la lumière. Et on a eu des grands prophètes de l'ombre et de la lumière au cinéma. Hein? Spielberg, La Guerre des Étoiles, le Karate Kid. Il y a des films qui ont Le Seigneur des Anneaux en écriture, en film aussi, Harry Potter. Tout ça ne sont que des allégories de la lutte contre de l'ombre et de la lumière. Et ça doit exister de tout temps, parce que c'est parce qu'il y a la lumière qu'on connaît l'ombre, parce qu'il y a l'ombre qu'on connaît la lumière, donc c'est ainsi que le monde est fait. Mais quand on a le pouvoir, plutôt que la puissance de la lumière, on peut détruire énormément et on détruit parce qu'on veut construire, mais c'est une construction égocentrée. C'est intéressant parce que vous dites quand même que vous, comme pouvoir, vous préfériez ne pas avoir la magie noire parce que sinon vous l'utiliseriez. Et moi, bon, en dehors de cette histoire qui est un peu une allégorie, mais malgré tout, ça me fait penser qu'alors vous êtes une personne d'opportunité en fait. Quand il y a une opportunité, vous y êtes en fait. Oui, oui. Et de là, à partir du moment où je sais, par exemple, si on continue avec l'exemple de la magie noire, où je sais que j'ai le pouvoir, si je ne l'assortis pas de la conscience, je vais saisir toutes les opportunités. Mais si c'est assorti de la conscience et que je me dis que ce pouvoir-là, il est grand, le pouvoir de la pensée, penser quelque chose et puis voir que ça se passe, là, c'est facile pour tout le monde de faire ça. Hein? Et comment on l'utilise, quelle conscience on met derrière ça, quelle valeur morale on met derrière ça et quelle croyance on met derrière le pouvoir. Donc, tout ça fait que je ne m'en servirai jamais, mais je sais que ça serait possible. Parce que là, je choisis mon chemin. Si vous pouviez communiquer à distance avec n'importe qui, à qui vous parleriez toutes les nuits pour lui inspirer plus de conscience? Trump. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Hein? Peut-être que je ferais de la magie noire. C'est ça. Et si vous pouviez ne plus avoir peur de rien, quelle est la peur que vous conserveriez quand même?
Euh, J'aimerais perdre la peur de l'abandon, mais je conserverais la peur de faire du mal. Intéressant. Intéressant. C'est beau. Tenter de ne pas faire de mal. Ouais. Donc, tourner sa langue 7 fois avant de parler. Tourner la pensée 7 fois avant de la lancer dans l'univers pour qu'elle fasse des vagues. Tout ça est important. Et tout ça, ce sont des valeurs morales. Hein, c'est de la conscience. C'est qu'est-ce que je veux, où je m'en vais. Et on a des jalons sur notre chemin. Il peut y avoir un objectif, mais c'est jalonné de quoi? C'est jalonné d'un instant présent qui nous parle, c'est jalonné non pas d'un désir, mais d'une volonté intérieure d'avancer. Donc, c'est ça qui fait qui balise le chemin. Et si vous pouviez parler une nuit avec Dieu, vous voyez, vous montez à ce niveau-là, donc pourquoi pas. Si vous parliez une nuit avec Dieu, et si vous pouvez le questionner, ce serait quoi votre première question? Et j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là parce que pour moi, Dieu, c'est pas une personne. Dieu, c'est pas Dieu. Pour moi, c'est l'intelligence. L'intelligence énergétique, l'intelligence de la pesanteur, l'intelligence de l'atmosphère, l'intelligence de cette organisation-là qui fait que ça se tient. Et ça se tient et ça permet à des planètes d'exister, ça permet à des humanités de naître, ça permet à... Mais ça, c'est un équilibre. Moi, j'essaierais de questionner l'équilibre. D'où vient cet équilibre-là? Mais pour moi, Dieu, c'est une intelligence lumineuse. Qu'est-ce que vous lui demanderiez, puisque c'est pour une fois l'occasion d'en parler avec l'intelligence? Je suis complètement bloquée parce que pour moi, l'intelligence, bon Dieu, il faudrait que j'ai une question qui soit générale parce que une question personnelle, moi, dans l'intelligence, je ne saurais pas. Mais peut-être que je lui demanderais comment on peut de plus en plus être artisan de l'éveil de la conscience. C'est ça que je demanderais. Vous faites une petite transition pour moi qui est importante. Vous voyez, là, l'arrivée du Covid fait qu'on est tous déstabilisés plus ou moins en fonction de nos repères. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, hein, ça nécessite quand même un changement rapide. Il n'y a pas la possibilité de rester là où on est, de toute façon. Alors, vous disiez dans une autre interview, je trouve ça intéressant, vous parliez de l'attente, le phénomène de l'attente, et vous disiez que c'était de toute façon quelque chose qui amènerait toujours une déception, voire un statu quo, mais un statu quo sans raison, c'est-à-dire un statu quo qui mène à rien. Alors, je me disais que vous disiez aussi en fait qu'on n'avait jamais, il fallait qu'on prenne en main son être, hein, chose qu'on faisait jamais. Alors aujourd'hui, à vos clients, vous leur dites quoi par rapport à cette crise? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil, hein? Là, c'est retour à la personne et qu'est-ce que ça vient solliciter dans ta vie, dans ton émotivité, dans ta volonté, qu'est-ce que ça vient bloquer, qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça vient motiver. Pour trouver un chemin de bien-être à travers ce déséquilibre-là. Parce qu'en fait, les gens vivent le déséquilibre. Donc, si la personne arrive en colère, compte tenu de la COVID, et que là, la colère vient du fait qu'il y a une perte de travail, il y a une perte de rapport financier et tout ça, c'est sûr que la réponse la question va être la même, mais la réponse ne sera sûrement pas la même. Parce que quand la personne arrive en colère, on doit d'abord lui faire temporiser ça pour qu'elle soit capable de réfléchir. Parce que la colère, c'est « veux-tu te battre? » C'est ça que ça fait. Donc la personne dit « OK, donc, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi te bats-tu? » Donc, cette personne-là, ça serait le filon. Là. Tu veux te battre pourquoi? Donc, si la personne me dit pour avoir, alors on parle de, OK, la réfraction au changement. Alors que si la personne vient en victime et dit, bon, j'ai rien, j'ai plus rien, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Donc là, on a quelqu'un qui est démuni complètement.
Donc, c'est lui apprendre à reprendre son pouvoir. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour toi? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Moi, j'ai une petite phrase, je dis, ben, qu'est-ce qui ferait ton bonheur aujourd'hui? Pose-toi cette question-là tous les jours pendant une semaine. Qu'est-ce qui ferait mon bonheur aujourd'hui pour apprendre qu'il y a du bonheur dans les crises? Et la personne, en se posant cette question-là, fait nécessairement un retour. Il retrouve nécessairement un tant soit peu de pouvoir sur son quotidien. Un bon café, un livre, une marche dans la nature qu'on n'a jamais le temps de prendre parce qu'on travaille beaucoup. Donc, trouver la source du bonheur dans un trou sans fond d'incertitude. Vous voyez ce que vous dites là, je le comprends parfaitement et je me demandais en plus s'il y avait pas quelque chose de supplémentaire. J'ai l'impression que vous avez différents niveaux, vous êtes un peu une coach spatiale, quoi. Il y a différentes hauteurs là. Et alors, il y a un truc que quand même vous disiez, c'est la prise en main de l'être que vous êtes. Et Oui. quelque part, il y a sûrement quand même quelque chose qui n'a pas été appris à l'école, ça c'est certain. Dans le travail encore moins. C'est quoi prendre en main son être? C'est quand même intéressant parce qu'on dirait que c'est un véhicule. On prend en main un véhicule. Alors il faut apprendre à le conduire. C'est quoi prendre en main un être pour vous? Je vais vous parler d'une pratique tribale ancestrale et revenir à votre question de façon plus concrète. Nos anciens, je peux parler pour nous des Amérindiens, vous pourrez parler de vos anciens, quels qu'ils soient, là. Mais nos anciens savaient reconnaître chez un enfant de 10 ans, 11 ans, il sera ou elle sera chamane. C'est un guerrier. Donc, quand on reconnaissait chez l'enfant l'être majeur, sa majeure, on lui apprenait à être le guerrier, à être le chaman. Revenons à aujourd'hui. On a perdu complètement la reconnaissance de la majeure de l'enfant. On veut que l'enfant soit majeur. Alors, performant, intelligent, le meilleur dans les écoles privées et tout ça, faire du tennis en même temps, faire du piano en même temps. Donc, il n'y a pas de majeur. À moins d'avoir un parent très averti où on va reconnaître le violoniste qui a 4 ans et on va l'aider là-dedans. Le père de Mozart a fait ça. Il a reconnu sa majeure. On a des exemples concrets dans les sociétés, les temps anciens aussi. Et aujourd'hui, quelque peu. Mais la majeure aujourd'hui n'est pas dans l'état d'être. Elle est dans l'état de revenu. Donc, va pas en médecine parce que tu veux aller en médecine, mais n'y va pas, c'est contingenté. Tu ne pourras pas rentrer à l'université, tu n'as pas les notes. Donc, va donc avocat, là, tu es sûr de faire de l'argent. On renie l'état d'être que chacun manifeste. Moi, quand vous disiez, quand j'étais petite, je montais sur le banc et je disais, écoutez-moi, je veux parler. J'avais l'état du communicateur. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup tendance à reconnaître l'être. On reconnaît sa capacité, on reconnaît son pouvoir, on reconnaît beaucoup de choses, mais c'est pas orienté vers l'état d'être. L'état d'être, c'est être qui on est, c'est reconnaître qui on est. Donc, c'est sûr que si j'avais toujours fermé ma boîte toute ma vie, j'aurais pas été, j'aurais jamais reconnu et on n'aurait jamais reconnu en moi le communicateur. Donc, je vais terminer avec l'état d'être. C'est que moi, ce qui m'a aidé dans ma vie, c'est que j'ai toujours été reconnue pour qui j'étais. Toi, t'es bonne là-dedans, va donc faire ça. Va parler en avant, là, puis va dire merci, là, t'es capable de faire ça. Donc, cette reconnaissance-là m'a permis, moi, d'évoluer dans le qui je suis. Mais, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse au départ? C'est me manifester. C'est ça. Donc, il faut contribuer. Là, on ne peut pas demander à tout le monde de faire la job pour nous autres. Alors, à partir du moment où on comprend ça, qu'on est reconnu pour ça, là, j'ai un devoir envers mon état d'être. C'est de faire performer, de faire grandir le communicateur.
Et le communicateur, s'il veut grandir, il faut qu'il y ait quelque chose à dire. Donc, pour avoir quelque chose à dire, il faut qu'il se nourrisse. Il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il échange. C'est impératif. Et ça fait à l'intérieur de soi une mouture qui donne une couleur à l'état d'être, une couleur au qui je suis, qui fait que je suis spécifique. Il n'y en a pas d'autres comme moi. Il y a d'autres communicateurs, il y a d'autres personnes qui ont des différentes moutures, il y a d'autres coachs, mais chacun a sa couleur et chacun a sa place. Mais le devoir qu'on a, c'est de faire profiter les talents. Hein? On a des talents. Quand on arrive avec un pack-sac et dans notre pack-sac, il y a, pour moi, il y a la parole. Pour quelqu'un, ça va être des ballerines. Puis pour quelqu'un d'autre, ça va être des grosses bottines de construction. Alors, c'est la reconnaissance de ce qui est et le devoir qu'on a de faire mûrir, grandir, évoluer le talent. Et ça arrête sur notre ligne mort. Oui, je comprends bien ce que vous dites. Et j'allais vous poser une question un peu avocat du diable, mais je pense que vous avez déjà la réponse. Donc, en fait, je me disais quand même quelque part que, effectivement, ce que vous dites, c'est que quand on reconnaît l'être chez soi ou chez l'autre, on va ou s'aider soi ou aider l'autre à grandir dans ce qu'il est vraiment. Là-dessus, je pense qu'on a à peu près le même regard. Mais alors, moi, je vais vous parler d'une histoire rigolote. J'ai interviewé un Français qui s'appelle Xavier Perron. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup déplacé chez les Maasai pour étudier les Maasai. Et en fait, il a fini par devenir un Maasai lui-même. Alors, il a été un petit peu pris dans cette maladie que connaissent tous les gens qui visitent les Maasai, c'est qu'on devient amoureux des Maasai. C'est un peu contraint forcé. Hein. On devient amoureux, contraint forcé des Maasai. Donc, mais en fait, je me disais que quelque part, quand il regardait un petit peu sa vie, il s'était rendu compte que pour être ce représentant Maasai en France, il s'était rendu compte qu'il fallait qu'il ait au moins une femme qu'il aime, qui soit déjà là-bas. C'est-à-dire que pour être le communicant des Maasai, il y avait une condition qui disait un prérequis, tu dois ou être là-bas, ou quelqu'un te remplace là-bas pour que tu puisses être ici. Est-ce que vous croyez que dans l'état d'être, il y a des conditions? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je vous ai connu, je vous ai dit, c'est marrant, j'ai l'impression que vous avez un rapport avec la physique. Et alors tout à l'heure, on rigolait parce que je disais, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années de telle date à telle date? Et vous m'avez dit, mais j'ai épousé un scientifique, justement. Donc, j'ai l'impression, si vous voulez, que vous me dites, vous voyez, dans mon état d'être, il y avait la science obligatoire. Alors, j'ai trouvé un homme de science et j'ai vécu avec lui. C'était plus simple comme ça. Si vous n'aviez pas vécu avec un homme de science, est-ce que vous pensez que vous auriez dû aussi développer la science en vous? Oui. Oui, mais j'aurais pas commencé mon intérêt vers la science de la même façon. Mais l'intelligence universelle étant organisée, si je n'avais pas suivi ce chemin-là, il se serait nécessairement présenté un scientifique sur mon chemin. Ah oui, intéressant. Parce que ça fait partie de l'ordre. Hein, de l'organisation de l'ordre, moi, j'avais à passer par ce chemin-là, j'avais à rencontrer ça sur mon chemin, j'avais à apprivoiser la science pour l'inclure dans le coaching, puis pour l'inclure dans mes enseignements. Donc, mes enseignements, c'est pas les miens, hein, c'est l'inspiration, là, on va arrêter de s'approprier les choses, ouais. Mais tout ça pour dire que je vais vous conter une petite anecdote uniquement pour illustrer ce que je veux dire. Ouais. L'été dernier, j'ai un chalet sur le bord du fleuve et puis j'ai refusé d'y aller au moment où je devais y aller parce qu'il y avait une maison qui se construisait tout à côté et je ne voulais pas vivre la poussière, les sons qui m'empêchent d'entendre les oiseaux et tout ça. Alors, j'ai dû attendre 15 jours. Bon. La semaine dernière, parce que je fais toujours une retraite, moi, à l'automne et au printemps, une semaine. Je vais dans un monastère. Présentement, les monastères sont fermés. Ça ne m'empêche pas, je ne suis pas victime de ça, là. Ça ne m'empêche pas de faire une retraite. J'ai loué un chalet dans le bois et je suis allée faire ma retraite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toute la semaine, il y avait un chalet qui se construisait juste à côté. Donc, ça faisait partie des choses que j'avais à apprivoiser. Et quand je vous parlais des envahisseurs, ça, c'est un envahisseur avec lequel j'ai de la difficulté, le bruit. Donc, j'avais à apprivoiser ça. Et j'ai eu la semaine pour faire ça.
ça fait partie de notre évolution, de notre chemin. Le chemin se construit au fil du fait qu'on marche sur notre chemin. Il s'éclaire au fur et à mesure. Mais si j'avais à apprivoiser ça, ça se présente d'une façon ou d'une autre. Alors, le massaï, l'épouse et tout ça, là, pour moi, niet, pas du tout. Moi, non. Par contre, je suis persuadée que si ça avait fait partie de son destin d'avoir une épouse là-bas qui le représente pendant qu'il vient ici et tout ça, là, lui ne le faisant pas, si ça faisait partie de son chemin, ça se serait présenté de toute façon. De nouveau, vous voulez dire? Oui, non pas comme une croyance ou comme une obligation, mais comme quelque chose qui était de toute façon sur son chemin. Tout à l'heure, vous disiez quelque chose, j'ai envie de vous poser une question sur un de vos principes que j'ai appris grâce à quelques émissions que j'ai regardées. C'est votre taux d'heurosité. Alors ça, j'adore parce que c'est un truc, une de vos moutures à vous, je crois. Donc vous avez un espèce de concept avec un taux d'être heureux, hein, le taux d'être heureux que vous avez appelé le taux d'heurosité. Alors c'est vrai que quand vous parlez comme ça, quand vous dites de toute façon, à un moment donné, chalet ou pas, travaux ou pas, de toute façon c'est bon pour moi pour grandir, finalement vous faites monter votre taux d'heurosité énormément parce que vous êtes finalement assez peu résistante. Mais alors, dites-moi, j'allais vous poser une question très française, vous allez trouver très française cette question. J'allais vous dire, est-ce que vous pensez que être heureux, ça suffit à accéder à notre plein potentiel d'être? Je dirais que oui. Cela dit, il faudrait nuancer le être heureux. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Si pour être heureux, ça me prend justement un environnement silencieux et que j'ai tout. Moi, en fait, je dis, quand on veut que toutes les conditions du bonheur soient rassemblées, on ne peut pas être heureux. C'est impossible. Je vais camper, il peut y avoir des moustiques, ça ne m'empêchera pas d'être heureux. Mais si ça prend le fait qu'il n'y ait pas de moustiques ou un insecticide pour que je sois heureuse, ben alors c'est ça, là. Qu'est-ce qui rend heureux? C'est ça l'important. Donc, il faut voir si mon heurosité est conditionnelle. Ça. Si mon heurosité est conditionnelle, je regrette, non, je réussirai jamais à être heureux. Mais comment vous faites pour vérifier votre taux d'heurosité s'il est lié à aucun phénomène? Il est lié à l'état d'être. Ah, ok. Bon, là, l'état d'être, quand on est détendu, cette espèce d'état d'être, de détente, de lâcher prise, où c'est facile de vivre l'instant présent, où c'est facile d'éprouver le goût de. Donc, et je dirais que c'est très simple. Ça prend rien. C'est l'état d'être. Aujourd'hui, est-ce que je goûte bien ce que la vie m'offre à vivre? Mm-hmm. Si je suis résistante à ce que la vie m'offre à vivre aujourd'hui, c'est parce que c'est pas à cause de la vie. C'est parce que moi, je n'ai pas l'état de réceptivité de ce que la vie m'offre à vivre. Je résiste. Et je résiste pourquoi? Parce que je suis insécure la plupart du temps. L'insécurité est un moteur de peur, un moteur de contrôle, un moteur de, tu sais, on peut pas lâcher prise, un moteur tu sais, beaucoup, on gère notre vie plutôt que la vivre. Ouais. Fait que gérer notre vie, c'est pas un état d'être, là. Gérer notre vie, c'est le mental qui organise la vie et qui pose des pions sur l'échiquier pour arriver là, mais de façon horizontale. Alors que de façon verticale, je suis détendue, je suis dans un état qui goûte bon. Ouais, ce que vous disiez une fois, qui goûte bon. J'aime bien cette petite phrase de chez vous, là, qui goûte bon. Là. Et alors, vous, entre le vertical qui est l'être, si je comprends bien, et l'horizontal qui est a priori le faire, ou du moins l'action, comment vous êtes par rapport à ça? Vous essayez de vous mettre au milieu, être relié entre les deux zones, ou est-ce que vous circulez sur l'horizontale? Je relie mon divin à mon incarnation et je rayonne qui je suis. Ok. Le signe de la croix, il n'est pas anodin.
C'est-à-dire que quand je me fais une verticale solide, où je sais qui je suis et je sais qu'il y a et j'ai confiance que j'aurai sur mon chemin ce dont j'ai besoin et que sur mon chemin se trouvent les opportunités que ça me prend pour grandir, c'est solide. Alors là, je peux ouvrir les bras et je ne suis plus dans le faire, je suis dans le rayonnement et dans le prolongement de qui je suis. Donc, ce rayonnement-là, il est en accord, ce prolongement-là, il est en accord avec la verticale. Alors que quand je sépare les deux, être et faire, il se peut que mon être soit plus ou moins solide parce que le faire, au lieu d'avoir 2 bras, j'en ai 8. Donc là, je gère, hein? Et ça déchire ici. Et à un moment donné, je deviens surmenée, j'ai des émotions de dépassement, je peux même être déprimée parce que je me suis occupée du faire au détriment de la solidité de l'être. Moi, ce qui me questionne chez vous, c'est, donc vous êtes une spécialiste a priori des lettres, des voyelles, des consonnes, des majuscules, des nombres. Vous aimez l'interprétation des signes, il n'y a pas de doute là-dessus, et leur association, parce que interpréter, associer, c'est la même chose. Je faisais dans l'introduction tout à l'heure allusion au mot somme, la somme des gens malades qui nous somment quelque chose. Donc moi, je me questionnais sur, vous voyez, vous, j'ai l'impression que vous aimez la notion de somme. Tout ça fait une somme. Alors, le 20-20 qui fait 4, ça vous dit quoi, vous? En fait, j'ai fait une conférence Internet, c'est sur YouTube, là, que nous réserve 2020. Pour moi, c'est qu'il faut comprendre que ce 4-là n'est pas un 4 qui vient de nulle part. Il vient d'un 3 de l'année dernière, puis il s'en va vers un 5. Hein? Mais il est aussi dans l'énergie de l'année, notre propre énergie à nous. Nous, tout ce qu'on vit comme humanité. Donc, ce 4-là, normalement, un 4, c'est la stabilité, l'équilibre. Je vais employer le mot système. C'est un système. Hein? Une chaise à 4 pattes, on a 4 pattes, ça rend solide, ça donne l'équilibre. Donc, nos systèmes, système économique, c'est pour avoir un équilibre. Notre système de santé, c'est pour avoir un équilibre dans notre façon de gérer la santé. Donc, on a les systèmes de l'éducation. C'est des systèmes. Ça, c'est quelque chose d'institué qui fait que la société se tient. Donc, nos systèmes, c'est les 4 pattes de la table de notre société. Mais, comme nous vivons la polarité entre la lumière et l'ombre, c'est la destruction des systèmes qu'on vit là, présentement. Il y a un choc, parce que là, il y a 2 zéros, tout peut se passer avec les zéros. Quand il y a 4 chiffres, il y a une influence d'un à l'autre, mais là, il y a de l'espace à combler. Et cet espace à combler-là, il peut être comblé par la lumière ou par l'ombre. Présentement, il est comblé par la polarité entre la lumière et l'ombre. On ne peut pas dire qu'il va gagner encore. Mais une chose certaine, c'est que la pandémie fait partie de l'intelligence universelle qui, elle, a fomenté cette pandémie-là pour brasser l'équilibre, brasser ce qui était institué et qui ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus un système économique. En fait, c'est le capitalisme, le système. Hein? Bien sûr. Donc, ça a ébranlé les colonnes du temple. Le temple du capitalisme. Alors, on a perdu, nos systèmes sont complètement, faut réinventer nos systèmes. Puis on essaie de recréer comme avant, là. Il faut que la pandémie continue, hein? Parce que si elle ne continue pas, on n'apprendra pas. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, la crise, ça peut au moins aider les gens à reconstruire plutôt qu'attendre la suite qui est comme avant, c'est certain. Mais vous voyez, une chose, c'est marrant que vous disiez ça maintenant, parce que c'est étrange que vous disiez il faut qu'elle continue. Parce que ce que je vous disais hier, que je vous redis là, en fait, moi j'ai l'impression, en fait, que vous êtes une espèce de coach anti-impasse. C'est-à-dire, vous êtes là à dire,
C'est pas parce que vous voyez la montagne que vous êtes près de la montagne. C'est pas parce que vous avez une idée de la solution que vous êtes la solution. Alors, j'écoutais la dernière fois que vous parliez de la différence qu'il y avait entre la responsabilité et la responsabilisation. Alors, dans l'ère actuelle, avec ce 2020, ce 4, cette pandémie, alors, comment vous expliqueriez l'importance de la responsabilisation par rapport à la responsabilité? C'est notoire présentement dans notre société, nous au Québec en tout cas, mais je pense que c'est pas mal mondial. Il y a un pan de notre société qui n'accepte pas la responsabilisation d'être participant à l'énergie collective de faire en sorte que la pandémie soit pas meurtrière autant que ça. Hein. Les gens refusent de se responsabiliser. Ce qui fait qu'ils donnent la responsabilité au gouvernement. Tu m'obligeras pas à porter un masque. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis pas mal à moi, parce que le capitalisme, là, c'est la destruction du capitalisme. Et mettons-nous plus haut que ça. C'est la destruction, c'est la décadence de l'ego qu'on a conçu depuis 2000 ans. Là, on est dans la décadence de l'ego. Il faut arrêter d'être moi, puis être social. Et être social, c'est être chacun responsable de son soi dans le tout. Ouais. Il faut être conscient pour ça, là. Responsable de son soi dans le tout. Imaginez là, une salle d'opération si chacune des personnes qui est responsable de sa pointe de tarte, l'anesthésiste, l'infirmière, le chirurgien, y compris le patient, s'il fallait que chacun voulait faire la job de l'autre, ou qu'un disait « Oh, moi, aujourd'hui, je ne prends pas cette responsabilité-là », ou « Non, moi, aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de m'occuper de moi », il n'y a rien qui fonctionnerait. Donc, cette image-là, l'image de la cohésion d'un tout qui fonctionne avec l'accord de chacun responsable. C'est ça un peu l'histoire dont on parlait là, des bons homo sapiens dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, être un bon homo sapiens? Oui, ouais. Complètement. Puis être un bon homo sapiens, je vais à l'école de médecine, j'apprends à être médecin, si je ne suis pas conscient, je ne peux pas y arriver. C'est la conscience qui fait la différence, que je sois médecin, concierge, enseignant ou petit enfant. On voit chez des enfants, d'autant plus que les enfants qui naissent aujourd'hui ne naissent pas avec des karmas individuels. C'est pour ça que c'est la décadence de l'ego, parce que les enfants qui arrivent aujourd'hui sont beaucoup plus conscients du tout que nous, on l'était quand on est né. Là. Mm. Alors, ils arrivent avec des karmas planétaires, ils sont obligés de sauver la planète. Ils ont ça, là, ils naissent là-dedans. Ils ne peuvent pas penser juste à eux. C'est impossible. Mais ça prend la conscience. Oui, c'est pour finir cette émission. Alors, pour la terminer, j'avais envie de la terminer avec un de vos concepts dont on parlait tout à l'heure. Quand je vous ai rencontré, d'abord un peu en pensée avant de vous trouver et de vous parler, il m'était venu, j'avais entendu que, en fait, on pourrait vous appeler une chasseuse du loin. Alors, c'est quoi la chasseuse du loin? C'est une personne qui dit tout ce que tu vois loin devant toi, ce n'est pas réel. Tu n'es pas cette chose, tu n'arriveras pas à cette chose. Et donc, quand je vous en parlais, vous m'avez fait rire parce que vous avez dit « Ah, mais j'ai une théorie là-dessus, ça s'appelle le Ray ». Alors, j'aimerais que pour finir cette émission, vous me parliez de cette théorie. Je pense qu'elle sera très utile à tous les youtubeurs, tous les gens qui sont de développement personnel, tous les jeunes qui passeraient par là par hasard. C'est quoi Ray alors? En fait, Ray, c'est le conditionnel ou le futur ou le Ray du regret. Là. Donc, c'est à chaque fois qu'on a une pensée qui nous fait dire « j'aurais dû, j'aurais pu, ça aurait été mieux, ça pourrait être ça devrait être ça, tu devrais, tu pourrais ». Donc, moi j'appelle ça le monde des raies, là. Donc, notre pensée, à chaque fois qu'on a une pensée ou une parole qui prononce un ray, c'est qu'on court après une illusion. Parce que la seule chose qui est vraie, c'est ce qui est. Pas ce qui pourrait, ce qui aurait dû, et ce que l'autre pourrait et ce que je devrais. C'est pas vrai. C'est pas l'authenticité, c'est pas la réalité. Ça veut dire que je vis dans une illusion. Je vis constamment en train de penser que
je devrais être autrement que je suis. Et je devrais agir autrement que j'agis. Donc, je vis dans l'illusion. Je vis dans un film. Le film de la perfection. Le film, puis on enseigne ça aujourd'hui, là, hein? Le film de la perfection, là, hein? Ton devoir, oui, tu pourrais faire mieux. Mais... Ah, regarde, c'est tout ça, là, le parent qui fait un ré, là, moi, personnellement, je veux dire, oui, il y a des raisons parfois de dire ré, là. Hein? C'est pas unilatéral, là. Mais quand on exige de l'autre que ça pourrait être autrement, on est en train de lui apprendre on est en train de lui faire comprendre qu'il n'est pas ce qu'il doit être, mais qu'il devrait être autre chose. C'est ça. Comment on fait pour fréquenter notre authenticité, notre vérité à ce moment-là? Des choses très simples, là. L'enfant a la main sur le poignet de la porte et dit, le parent dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'en vais jouer dehors. Non, tu devrais faire tes devoirs avant d'aller jouer dehors. Il est en train d'apprendre à l'enfant que ce qu'il sent, son ressenti de j'ai le goût, hein? Ça va goûter bon, je vais aller jouer dehors, ben, je vais faire mes devoirs après. Il s'éloigne de ça, parce que ça, il n'a pas droit à ça tant qu'il n'a pas répondu au ré. Donc, le ré lui donne le mérite de quelque chose. Donc là, je devrais faire tout mon ménage, après je pourrais m'asseoir. C'est mérité. Mérité, c'est pas, ça goûte pas bon. Mérité, c'est le taux de rosité, là, il vient pas avec le mérite. Il vient avec l'état d'être qui peut profiter pendant 30 minutes de s'asseoir et de lire et d'aller au ménage après parce que là, il y a eu de l'eurosité de la vraie. Et comment vous les soignez? Comment vous les soignez, les raies? Qu'est-ce que vous leur proposez pour qu'ils passent à autre chose qu'à raie quelque chose? En fait, le coaching, c'est de l'observation. C'est d'abord apprendre à s'observer. Donc, je donne des devoirs qui les obligent à s'observer tous les jours, là. Et quand ils ont trouvé l'habitude de s'observer, ils sont capables de s'entendre, penser, parler et d'arrêter le mouvement. Écoutez, je vous remercie pour cette émission. On pourrait parler des heures. Franchement, vous êtes passionnante. Donc, je suis ravi de vous avoir rencontré. Merci aussi aux youtubeurs. Merci à vous. Vous pouvez évidemment toujours vous abonner en cliquant sur le petit bouton en dessous. Découvrir, mettre en dessous dans les commentaires le site de Catherine Jalbert. Aussi la référence des 2 livres pour que les gens puissent les trouver. Alors, je pense qu'on peut les trouver en France. Je les ai pas vus quand je suis allé chez Cultura, mais je pense que si on commande, on les trouve. Je vous remercie. Vous êtes la coach que j'aimerais avoir. Il faudra qu'on voit. Hein, je discuterai avec vous ensuite.